tous les matins également, voilà, sur Espace TV. Merci à vous qui nous rejoignez du côté de Farana, grâce à Bambou FM, évidemment, qui relaie cette émission. Vous êtes dans la ville Carrefour à Mamou. Vous nous écoutez sur Espace Mamou, de ce côté, évidemment, sur 99.7. Notre premier invité, mon cher Ahmed Kamara, est dans ce studio qui n'est autre que Dr Ousmane Kaba, président du PADES. Bonjour, docteur. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est clair qu'on vous a déjà beaucoup posé ces questions un peu partout. C'est avec plaisir que je vous vois. Ah oui, le plaisir est partagé. Voilà, après les vacances. Après les vacances, pas que les vacances. Après le changement de régime. De régime, les deux. On sent que l'atmosphère a changé au fait. Regardez un peu son visage. Absolument. Même ici, ça change. Absolument. Vous êtes moins stressé, vous brillez. Les grandes gueules. Alors docteur, qu'est-ce que vous retenez déjà de la première rencontre avec le colonel et quelles sont vos attentes? Écoutez, j'ai trouvé la rencontre très intéressante. Oui. En fait, mon sentiment est que c'est un groupe qui sait ce qu'ils font, Ouais. où ils vont. Voilà, et parce que les idées étaient assez claires. Ouais. Il nous a dit ce qu'il attend de la classe politique, la coopération, la collaboration pour une Guinée qui va émerger mieux de la transition que par le passé. Ouais. Voilà un peu le Et cette exclusion, justement, docteur, parce que dans l'opinion aujourd'hui, beaucoup se disent que ceux qui ont participé à accompagner ce troisième mandat n'ont pas droit à la parole, non seulement, mais aussi à cette invitation. Est-ce que vous partagez un petit peu cette idée-là? Écoutez, c'est quelque chose de logique. Logique. Simplement parce que tout le monde est d'accord que le problème dans lequel le pays a été plongé, c'est le problème du troisième mandat. Je crois que les acteurs principaux de cet engagement devraient avoir de la retenue. Dans d'autres pays, je me rappelle comme au Burkina, ils ont été complètement barrés de participer à toutes les élections. Et d'ailleurs, il y a eu un jugement qu'on a appelé attentat à la Constitution. Ceux qui se sont rendus coupables de forfaiture pour accompagner dans la négativité doivent en payer les prix. Et je trouve que c'est tout à fait normal. Quand le problème est posé, à une telle décision de la junte. Quand le problème est posé, je pense que c'est logique que le problème soit posé. Vous savez, en même temps, chaque pays a ses particularités. Il faut tenir compte de l'opinion des Guinéens dans sa grande majorité. La Guinée n'est pas le Burkina, mais c'est tout à fait logique. Et les gens devraient avoir, je pense, une certaine décence. Un peu de retenue. Allez-y, Jacques. En même temps, docteur, peut-être que vous êtes de l'autre catégorie. Il y a la catégorie de ceux qui ont soutenu ouvertement le troisième mandat. Vous êtes considéré comme de la catégorie de ceux qui ont aidé en participant, bien entendu, à la présidentielle de 2020. Vous ne vous sentez pas quelque part responsable? Je crois que vous ne savez même pas de quoi vous parlez. Oula, docteur. Bien sûr. Absolument. Non, c'est très facile. Non, c'est Docteur. très facile de s'asseoir, de raconter des histoires. Mais non. Quand pas on des est histoires. comme moi, Non, mais attendez, s'il vous plaît. Les grandes Quand on est gueules. comme moi, qui a subi les bombes lacrymogènes ici, pour nous battre contre ce troisième mandat, qui a défilé combien de mois à Conakry? Avec le FNDC. Oui. En tant que fondateur, en tant que ceux qui ont eu le courage de se battre, je crois que c'est pas décent. Vous auriez dû vous abstenir, tout simplement, de participer à la présidentielle. Je pense que Justement, parce que la participation, c'est perçu comme une opération qui valide finalement, qui donne du crédit à cette présidentielle. Non, je suis pas d'accord. Je pense qu'il y a des choses à ne pas dire. Honnêtement. Non, mais quand même, ça c'est à dire. Ce n'est pas. Vous n'êtes pas seul, c'est vous, c'est Kabila, c'est Cellou Dalein Diallo. Vous avez d'une certaine façon validé ce troisième mandat en compétissant avec le président Alpha Condé. Vous auriez dû vous abstenir comme d'autres. Parce que c'était logique, comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est une question de logique. Ça, c'est votre interprétation. Je crois qu'il y a les faits et les interprétations. En tant que journaliste, vous savez très bien qu'il faut distinguer les deux. D'accord? Les grandes Chacun est gueules. libre d'interpréter comme il veut. Mais il ne faut pas déformer les faits. Voilà, c'est tout ce que j'ai. Nous sommes sur les faits, là. Nous sommes sur les faits. Pardon, excusez-moi. Allez-y, mon cher Moussa. Oui, moi j'aimerais tout de même qu'on n'oublie pas les deux avis qui étaient sur la table à l'époque quand on parlait d'élections dans ce pays. Parce que c'est encore très très récent là. Il y a un groupe qui a voulu
un peu être dans le radicalisme. Ne pas du tout accompagner... Mais comprenez la question de Jacques Lewa Leno, parce que légitimer évidemment, parce que c'est ça, il faut dire la question. Oui, mais c'est l'avis de Jacques Lewa. Je trouve qu'il a raison de mettre sur la table ces questions-là. Mais en même temps, il ne faudrait pas qu'on oublie les deux tendances qu'il y avait à l'époque, parce que c'est important aussi. Il y a ceux qui ont décidé que partir à ces élections-là, c'est bien entendu accompagner le troisième mandat, c'est légitimer le pouvoir d'Alpha Condé, parce qu'ils savent d'avance que tout a été fait de telle sorte que l'élection soit favorable. Donc ils ont décidé de ne pas s'y engager. Mais il y a d'autres qui ont cru à leur chance, qui ont dit nous allons y aller parce que la politique de la chaise vide n'arrange pas à tous les coups. On peut créer une sorte de blocus, d'obstacle à cette élection-là. Je pense qu'il fait partie de cette catégorie-là. Politique réaliste. Oui, exactement. Ouais. Donc à ce stade, moi j'aimerais vraiment qu'on puisse tirer les leçons de ce qui a bien pu se passer. Comment éviter, Dr Ousmane Kaba, que nous puissions, au lendemain de cette transition, avoir un pouvoir civil qui va recommencer les mêmes erreurs, qui va replonger le peuple de Guinée dans les mêmes conneries. C'est un peu ça mon inquiétude. En termes d'organisation d'élections sur la Constitution, en termes de consultation électorale, donc en termes d'organisation des élections présidentielles. Qu'est-ce qu'il faut mettre en avant? Je crois que c'est la question. Vous permettez, c'est la question de fond. Aujourd'hui, il faut qu'on se mette d'accord sur ce qu'on veut. Le peuple de Guinée. D'une manière générale, il y a les pessimistes. Moi, je fais partie des optimistes. Moi, je pense que les êtres humains, comme les pays, apprennent de leurs erreurs. La Guinée, collectivement, est en train d'apprendre. Ce qui s'est passé en 2010, regardez comment tout le monde est inquiet pour qu'on n'ait pas le même scénario. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous sommes en train d'apprendre. Voilà. Aujourd'hui, la question essentielle. 63 ans après, continuer à apprendre? Mais bien sûr. Non, 10 ans après. On parle de transition chaotique. Il y a 10 ans seulement. Donc on est en train d'apprendre. Tout le monde était presque là encore. Alors, il faut qu'on s'entende sur l'objectif d'une transition. C'est un état d'exception. Quand on passe d'un régime démocratique à une dictature, il y a une rupture, on fait la transition pour repartir sur de bons pieds. Quelle est la mission de la transition? La mission de la transition, c'est d'aboutir à un état de droit, un état démocratique. Quel est l'objectif de la transition? C'est d'aboutir à des élections libres, transparentes, crédibles et acceptées de tous. Oui. Pour ce faire, il y a des changements. Il faut faire des changements institutionnels. Il faut faire des changements constitutionnels. Institutionnels, il faut mettre CNT en place, il faut mettre la CENI en place. Il y a beaucoup de choses qu'il faut mettre en place, n'est-ce pas? Oui. Et il faut changer la Constitution. Parce qu'il y a beaucoup de problèmes sur la Constitution. On en a parlé tellement de fois dans ce studio et vous êtes les experts de ça. Vous avez très bien analysé tous les cas. Donc il y a beaucoup de changements qui sont à faire. Donc il faudrait que l'on s'entende. Ces changements-là, lorsqu'on les réalise, on discute ensemble avec la classe politique, avec les militaires, on aboutit à un chronogramme. Mais en ce moment... Donc pas se précipiter. Bien sûr qu'il faut éviter de se précipiter. Ok. Bien. Docteur Ousmane Kaba, président de PADES, est notre invité ce matin chez les GG. Tamba Zakari Milimono. Moi, avec votre permission, j'aimerais bien revenir sur un pan de la question de Jacques. Docteur, je pense que c'est une question qu'il ne faut pas éluder. C'est une question qu'il faut affronter. Une fois pour toutes, on a l'occasion justement de clarifier les démarches, les motivations de chacun. L'une, celle que Jacques évoque, c'est de dire si le président de la République j'ai en quelque sorte envie de dire, c'est cru fort d'une certaine légitimité de sa démarche, c'est parce qu'il y avait des acteurs en face de lui qui ont accepté de l'accompagner en cela. Je veux simplement rappeler votre propos à vous, lorsque vous avez dit, parce que c'était dans ce studio, on vous posait la question, vous avez été le premier à le dire, en disant bien entendu que d'autres vous suivraient aussi dans ce chemin. On ne savait pas encore que Cellou Dalein Diallo irait, ou Kabele irait. Vous étiez le premier à le dire, vous avez dit j'irai et d'autres me suivront. Et on vous posait la question, est-ce que vous irez dans... Non, c'était même pas de cela d'abord.
Voilà. Parce que j'ai dit, la vocation d'un parti politique, c'est d'aller aux élections. Justement. Et que nous avions été victimes de beaucoup de ségrégation en disant, vous n'avez pas encore été à une élection majeure. Je veux terminer. C'est ça notre job. Je veux terminer la question. Vous disiez effectivement cela. La vocation d'un parti politique, c'est d'aller à des élections, de conquérir le pouvoir et de l'exercer. Et on vous posait la question, aller à des élections à tout prix. On évoquait la question du fichier électoral. On évoquait la question globale de la transparence. Et vous avez dit que vous iriez avec ces conditions-là, avec ou sans Alpha Condé. Avec le recul, Dr Ousmane Kaba, qu'est-ce que vous en avez appris? Qu'est-ce que vous avez tiré comme leçon de tout cela? Est-ce que quelque part, on n'a pas raison de dire que vous êtes aussi, en quelque sorte, comptable de ce qui s'est passé? Je ne dis pas en quelque sorte parce que c'est faux. Je pense que dans l'analyse, ce qui me choque, moi, c'est de ne pas faire la différence entre ceux qui ont résisté, qui se sont réellement battus contre un système très puissant, avec des gens, des opportunistes qui changent la vie chaque matin. Je crois que ça mérite le respect. C'est pour ça que je disais tout de suite à celui qui était en prison, Étienne Soropogui, qu'il mérite qu'on le respecte. Parce que quand il y a des difficultés, il y a des gens qui sont tout de suite d'accord pour y aller. Nous sommes l'un des rares, à l'intérieur du système, qui avons commencé à dénoncer la dérive du professeur Alpha Condé. On s'est opposé à lui. On a subi toutes sortes de privations. Nous sommes descendus des milliers de personnes dans la rue pour protester, appeler l'international à secours. Toute cette bataille. Donc quand ça finit de cette façon, nous mettre en accusation, je crois que ce n'est pas sérieux. Non, il parle d'assumer. La manière de poser la question ne me plaît pas. Non, mais la question... Sinon, c'est une question légitime. Non, mais attendez, docteur. C'est à vous n'êtes pas à la RTG ici. Attendez. On va pas poser des questions quand même. C'est une question légitime. Voilà. On peut en discuter tranquille. Oui. Jusqu'à présent, moi, je considère que participer aux élections, c'était la meilleure manière de mettre en nu les carences du système. D'accord. Je considère que la vocation d'un parti politique, c'est d'aller aux élections. Les grandes gueules. La politique de la chaise vide. Et je maintiens ma position. Oui, voilà. je vais vous amener quand même, parce que c'est vrai, vous pouvez dire, c'est ça la vocation d'un parti politique. Dans un premier temps, peut-être que vous aviez foi à ce processus qui était en train d'être conduit. Mais vous, personnellement, non, pas du tout, vous n'aviez pas foi. Non, pas du tout. Je vais donc préciser. Je vais préciser l'autre chose. Si vous permettez, je vais terminer, docteur. J'ai dit que tout le monde sait que le fichier n'est pas bon. Quand on vous a bloqué à Sigiri, en pleine campagne électorale, est-ce qu'aujourd'hui vous ne vous dites pas que c'était l'occasion-là de vous arrêter, de vous dire, ce processus-là, ça ne me donnera rien, j'ai tenté et je me rends compte que c'est en fait, comme vous le dites, c'est un système puissant qui va nous écraser, je m'arrête là. On voit vraiment que vous êtes amateur. Comment ça? À 48 heures d'une élection. Non, mais après, ça ne vous a rien donné de toutes les façons. Ça n'a aucun impact. À 48 heures d'une élection, ça n'a absolument aucun impact. Tout ce que vous allez... Mais l'impact a été négatif. Tu ne peux pas... Attendez, 48 heures d'une élection, tu ne peux pas changer les bulletins, tu ne peux rien faire du tout. Tout est déjà passé. Ça ne sert strictement à rien. Mais tu vas dire que tu n'es pas d'accord. Mais vous dites que vous n'êtes pas d'accord. Mais j'ai passé mon temps au processus, non, attendez. J'ai passé mon temps à le dire. C'est facile. Nous avons une machine des milliers de jeunes que vous jetez dans la nature. Tu comprends? Beaucoup d'argent que vous dépensez, c'est toute une machinerie. C'est pas des coups de tête. C'est pas parce qu'on t'a arrêté que tu vas dire, bon, on m'a arrêté sur la route, moi je ne participe plus aux élections 48 heures avant les élections. C'est un non-sens. Absolument. Il faut prendre la décision. Il y a plus grave que ça. Moi j'ai pris ma décision. Si vous permettez. Ce n'est même pas le débat aujourd'hui. Oui, justement, j'ai pris ma décision. On va s'entendre. De participer aux élections. Je pense qu'aujourd'hui, ce n'est pas le lieu de discuter. Alors justement, ce n'est pas le lieu. Voilà, je vais terminer en disant, docteur, quand vous avez arrêté, Jacques a parlé de cela, ce n'est pas le plus important. Il y a des questions de. Et avec des balles. D'accord. Voilà. Il y a des questions. Il y a des. Mais il le sait. Et avec des milliers de jeunes dont je tenais la vie en main. Mais vous le savez, docteur, parce que donc l'heure était grave. Vous avez dénoncé l'implication
et la partialité de l'administration du territoire dans le cadre de ces élections-là. Vous l'avez fait. Vous avez dénoncé la piètre qualité du fichier électoral. Vous avez dénoncé la partialité de la CENI. Ça, c'est autant de choses que vous avez dénoncé, docteur. Plus encore, sur le principe global, le référendum, vous n'étiez pas d'accord. Le troisième mandat, vous n'étiez pas d'accord. Comment on peut comprendre... J'étais l'un des rares à ne pas être d'accord. Comment on peut comprendre qu'on ait combattu, qu'on ait dit non jusqu'au bout, et à la fin on dit bon, c'est pas la fin. Va quand même. C'est pas la fin. Bien. Non, allez, on va essayer d'évoluer. On va évoluer, mon cher Moussa Moïse. Allez-y. Dans le fond, docteur, c'est important toujours de regarder dans le rétroviseur. Ouais. Pour le présent, mais aussi pour le futur. Parce qu'il y a quand même des Guinéens qui ont perdu la vie à cause des choix de certains Guinéens qui pensaient donc avoir une sorte de mission divine pour la gestion du pays. Quand je parle des Guinéens qui ont perdu la vie, vous vous rappelez de ces affrontements, vous vous rappelez de ces répressions lors des manifestations. Exactement. Donc, il y a quand même un bilan à tirer de tout cela. À ce niveau, qu'est-ce qui peut être fait, selon vous, par les nouvelles autorités? Faut-il mettre en place le mécanisme qui facilitera le fonctionnement de la justice pour que ces gens-là répondent des crimes de sang qui ont été commis? Ça, c'est la première question. Par rapport à la gabegie financière, nous vous sentions assez circonspect, assez, comment on appelle, vous alliez avec des pincettes sur les questions économiques, sur le gouffre financier dans lequel le régime nous a plongé. Non, parce qu'à l'époque, peut-être c'était un peu risqué. Vous êtes à la tête de la plus grande université privée de ce pays. Maintenant que le régime a changé, est-ce qu'on peut avoir une idée du gouffre financier dans lequel on nous a plongé? Non, c'est pas du tout juste. Je crois que je suis l'un de ceux qui donnent ça le plus. Vous voyez toutes les émissions que vous avez faites par le passé. Vous vous rendrez compte que je suis vraiment celui qui a toujours dénoncé ces crimes économiques plus que les autres. Ouais. C'est que je n'avais pas fini de terminer en fait les fonctions de la transition quand on m'a été pris. J'ai parlé tout de suite des problèmes institutionnels, j'ai parlé des problèmes d'élection, la CENI et tout ce qui s'ensuit. Les réformes qui sont à faire. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, il y a deux tâches économiques essentielles à faire. D'abord, je dois dire tout de suite qu'une transition de 2 ans n'a pas pour vocation de développer un pays. C'est le président élu qui va développer le pays. Cependant, il peut faire 2 choses. Faire la stabilisation économique, ça c'est très important, pour éviter l'inflation. Vous vous souvenez, c'est l'inflation qui arrive à bout de tous les dictateurs. De Lansana Conté à Alpha Condé, c'est l'inflation qui arrive à scier tout le monde. Vous pouvez bien avoir la grippe sur le pays ici, vous avez un processus inflationniste, les gens se révoltent et la pauvreté augmente. Donc il y a la stabilisation économique qui est quelque chose de très important que la transition doit faire. Il y a l'arrêt de l'hémorragie financière. Voilà, on arrête l'hémorragie financière. Là, je suis d'accord avec vous, parce que aujourd'hui, on avait atteint un niveau, c'était démentiel pour moi. Vous vous souvenez, lorsqu'ils ont dit qu'on va doubler les recettes en 2 ans, j'ai dit que c'est de la sorcellerie, n'est-ce pas? Oui. Parce qu'en ce moment-là, c'est ce qui a amené à augmenter les taxes n'importe comment, notamment taxes sur le carburant, taxes sur les consommations téléphoniques, qui touchent, je rappelle, les plus pauvres. Ce n'est pas du tout des impôts sélectifs pour les riches. C'est l'impôt indirect, ça touche tout le monde. Et ça, on n'a pas pu doubler les recettes. De toute façon, on ne peut pas le faire. Il faut être un mauvais étudiant en économie pour penser qu'on peut doubler les recettes en 2 ans. Ça n'a absolument aucun sens. Et ce que j'ai vu dans le nouveau budget, c'était extraordinaire. Je vais vous donner 2 exemples simples. Pour juste le second semestre de 2021, dans la loi rectificative des finances, on a ajouté au budget de l'Assemblée nationale 84 milliards, sans aucune justification. Ce qui m'a fait bondir moi-même, c'est les grandes gueules. Ils avaient un budget de 27 milliards 7. Vous savez de combien on augmente? Non. 115 milliards. La Cour suprême. La Cour suprême pour les 6 mois à venir. 115 milliards. Combien de fois le budget lui-même? C'est-à-dire que la mauvaise gestion était devenue ridicule. C'est juste un partage de butin. C'est un non-sens. Donc ce genre de choses, la transition doit pouvoir l'arrêter. Il y a beaucoup d'hémorragie dans l'économie de la Guinée. Il faut que la transition l'arrête.
Voilà des points sur lesquels nous devons insister. Bien. L'économie, s'il te plaît. Il y a des premières mesures qui ont été annoncées, des comptes ont été bloqués, tout et tout. D'après vous, gelés, quelle devrait être la prochaine étape, justement, pour pouvoir corriger cette pagaille qu'il y avait économiquement dans les finances? La finalité de tout ça, c'est quoi? La junte. D'abord, geler les comptes, c'est ce qu'on appelle les mesures conservatoires. Même quand il n'y a pas changement de régime, simple changement de gouvernement, on fait des mesures conservatoires pour éviter que des gens qui sentent qu'ils vont quitter le poste se précipitent à la banque pour faire des retraits massifs. C'est ce que ça signifie simplement. Mais il faut aller au-delà de ça. Il faut identifier là où il y a des vrais coulages et voir qu'est-ce qu'il faut faire. Et moi, j'étais très heureux quand le président de la junte a dit que la boussole, ça va être la justice. Là aussi, c'est un chantier urgent, même pendant la transition. Parce que vous ne pouvez rien faire de tout ça sans qu'il y ait la justice. Évidemment. Quand on gèle un compte, de façon pratique, quand on gèle un compte appartenant par exemple à un ancien ministre de ce régime, concrètement, de façon pragmatique, qu'est-ce qui se passe? On lui demande de justifier l'existence d'un tel montant sur son compte, s'il apporte les justifs, le compte lui revient ou quoi? Économiquement, comment ça se passe? Attendez, je pense qu'il y a des choses à ne pas mélanger. Allez-y. Tu vas essayer d'approcher le micro à docteur, s'il te plaît, Moussa. Voilà, c'est plus simple. On parle des comptes de l'administration. Non, c'est bon. Allez-y. On parle des comptes de l'administration. D'accord. Comptes des projets qui sont gérés par les responsables qui ont la signature. Ce sont ces comptes-là qui sont visés. En ce qui concerne les comptes personnels, il y a déjà des procédures en place avec la CENTIF et autres. Je crois que vous avez discuté une fois avec ces gens. Les grandes gueules. Aujourd'hui, dans les systèmes bancaires, il est très difficile de manipuler des milliards lorsque vous êtes fonctionnaire. Il faut le savoir. Et ce n'est pas en Guinée seulement, c'est dans le monde entier. Depuis les grands attentats de 2001, du 11 septembre, le monde a changé sur le plan financier. Donc les banques sont contrôlées et les banques doivent reporter à ces organismes tous les mouvements suspects qui concernent les grands fonds. Alors, si vous êtes dans ces catégories-là, il faut toujours justifier l'origine des ressources. Voilà. D'accord, docteur Ousmane Kaba, président de PADES, notre invité ce matin. Allez-y. Vous étiez responsable du comité d'audit sous Dadis. Ça veut dire que on sait qu'il y a l'ingénierie quand même du vol en Guinée. Les comptes qui ont été gelés, ce sont ces comptes qu'on connaît qui sont à leur nom. Mais des comptes fictifs, ça peut exister. Alors, à ce niveau, quel est le travail qu'il faudra faire? Parce que vous parlez de mouvement, mais il y a le cash flow dans les sous-sols. En bas du c'est possible. Les grandes gueules. En réalité, vous avez tellement raison. Même si vous utilisez des mots techniques qui ne sont pas très corrects, mais vous avez raison sur l'idée. Et en fait, ce que je venais de dire, je vous ai dit tout à l'heure que les mouvements bancaires sont contrôlés. Aussi bien en Guinée que dans le monde entier aujourd'hui. Ça a beaucoup changé, en France, aux États-Unis. Donc les grands voleurs ont beaucoup de problèmes. C'est pourquoi on a la spéculation foncière actuellement. Parce que si vous avez beaucoup d'argent, qu'est-ce que vous pouvez en faire? Des milliards et des milliards. Vous ne pouvez pas les déposer dans les banques en votre nom. Vous ne pouvez pas déposer au nom de Silla, c'est trop risqué parce qu'il peut changer d'avis. Il met la même base sur vos ressources. Tu comprends? Donc c'est très compliqué. Donc vous ne pouvez aller qu'à Dubaï, Hong Kong, c'est loin et c'est risqué, pas Dakar. Ça se trouve dans le système, c'est contrôlé. Et quelques pays arabes. Et c'est très loin et c'est très risqué. D'ailleurs, tous les grands voleurs africains depuis l'indépendance ont toujours perdu les fortunes colossales qu'ils ont amassées. Ça n'a pas changé. Depuis Tchombe, qui était le premier ministre de Lumumba, jusqu'à Mobutu, etc. Et tous les grands dictateurs ont amassé des fortunes énormes que les pays ont perdues et qu'eux-mêmes ils ont perdu. Parce que on n'arrive jamais à justifier. Donc la conclusion aujourd'hui, je suis d'accord avec vous, qu'il y a probablement beaucoup d'argent dans les caveaux. Bien. Allez-y. J'ai envie qu'on revienne à la rencontre d'hier, docteur. Vous étiez présent dans la salle, ainsi que beaucoup d'autres leaders politiques. Vous avez pris la parole certainement devant le colonel Doumbouya, mais à son tour, il vous a adressé un message assez poignant, assez pointu. On a semblé comprendre qu'il y avait des dessous dans cette histoire. On vous dit à vous, acteurs politiques, quand vous étiez ministre, des victimes qui sont tombées n'étaient pas encore nées. On a l'impression que dans les jours à venir ou mois par rapport à la transition, il y aura certains qui pourraient être écartés par rapport à ce qu'ils ont fait dans la gestion
du pays. Quelle appréciation vous avez faite du discours de Doumbouya, parlant surtout des responsabilités par rapport aux 63 ans de la Guinée? Vous avez raison, mais je crois que chacun a son interprétation. À mon avis, il a plutôt parlé en termes générationnels. Vous savez, moi j'ai l'habitude de dire qu'en Guinée, la première génération, malgré tous ses défauts, malgré toutes ses erreurs, a au moins réussi quelque chose. Ils nous ont donné l'indépendance. Ouais. Mais depuis là, la deuxième génération, y compris nous et nos grands frères, nous n'avons pu rien faire dans ce pays parce qu'on n'a pas l'eau, on n'a pas l'électricité, on n'a pas les bonnes routes, même s'il y a quelques acquis comme les barrages hydroélectriques. Vous voyez? Donc, quand vous parlez en termes générationnels, c'est vrai. Et d'ailleurs, nous portons une part de responsabilité devant vous les jeunes. Moi, je me sens toujours coupable. Parce que notre génération, réellement, on n'a pas réussi à faire quelque chose en Guinée. C'est l'une des raisons pourquoi je me bats toujours pour réparer un peu le dégât que si vous l'admettez ainsi, est-ce normal, est-ce normal alors que tout le monde veuille participer à la transition en Guinée? Attendez, vous rendez encore le problème particulier. Pas du tout, docteur. Moi, je suis en train de vous expliquer. Ça, c'est votre interprétation. Moi, mon interprétation... Les grandes gueules. En termes générationnels, la première génération a donné l'indépendance. Nous avons été incapables de développer un pays. Et vous, la troisième génération, vous tous ici, vous êtes des victimes de ça. C'est comme ça que moi, j'ai interprété. Donc, assumez. Vous dire, vous avez échoué, mais votre bien génération. Sûr, bien. Bien sûr. Bien. Si on n'avait pas échoué, on aurait des autoroutes dans ce pays. C'est vrai. On aurait des écoles partout dans ce pays. L'autre question, docteur, c'est lié au temps de la transition. Colonel Doumbouya, dans son discours, a dit qu'il ne va pas accepter de calendrier individuel. Pas de précipitation, qu'il va accepter le calendrier du peuple. Est-ce qu'il n'y a pas de piège à ce niveau? Comment va-t-on consulter le peuple par rapport à un calendrier, connaissant parfois la démarche politique ou même militaire souvent pour consulter la population? Et si par exemple on disait que la transition va durer 5 ans ou 3 ans, que diriez-vous en tant que politique, connaissant l'âge de certains qui pourraient être pris par défaut? Écoutez, je crois que vous ne pouvez vraiment pas parler sans particulariser les problèmes. Docteur, ce n'est pas une particularité. C'est un problème général. C'est une réalité. Attendez, c'est un problème général. Qu'est-ce que c'est qu'une transition? Il faut qu'on s'écoute. La transition a pour objet de restaurer un pays démocratique. Quel est l'objectif précis d'une transition? C'est de faire des élections pour que le pays choisisse son leader librement à travers des élections libres et indépendantes. Donc pas d'exclusion. Attendez, voilà l'objectif d'une transition. C'est pas pour développer un pays. Mais pour faire ça, tu as besoin de faire des réformes institutionnelles et constitutionnelles. Quel que soit le temps. Quel que soit le temps. Ok, donc vous êtes d'accord qu'on aille au-delà de 2 ans? Attendez. Parce qu'il faut qu'on comprenne le processus, le raisonnement et le processus. Pour arriver à des élections libres et transparentes, que le pays choisisse un leader librement, tu es obligé de faire des changements institutionnels, d'accord? Tu dois avoir une nouvelle constitution, d'accord? Pour avoir une nouvelle constitution, il faut un conseil national transitoire, qui est une assemblée provisoire, d'accord? Si tu as une nouvelle constitution, tu as besoin d'avoir une CENI, ceux qui vont faire les élections. Tu as besoin de revoir le fichier pour s'assurer que tout le monde tombe d'accord sur le nombre des électeurs, etc. Donc tu as tous ces changements qui sont à faire. Bien. Maintenant, l'objet de ce dialogue, on va tous s'asseoir, on va dire qu'est-ce qu'on a à faire. 1, 2, 3, 4. Combien de temps il faut ceci, combien de temps il faut cela. C'est ce qu'on appelle chronogramme. Au sortir de cela, vous allez avoir un chronogramme, c'est-à-dire un calendrier des différentes actions. Ce calendrier va déterminer la durée de la transition. Bien, on va revenir. Ce sont les tâches Maintenant, ce qui se passe, juste une seconde, c'est que d'après ce que l'on sait dans beaucoup d'autres pays, les transitions durent en moyenne 2 ans. Mais le cas guinéen? Voilà. Mais le cas guinéen... C'est une exception parce qu'on sort à peine du gouffre. Voilà, on va discuter. On va voir le cas guinéen. Si on fait ce travail scientifiquement, sans regarder les personnes, soyons impersonnels pour une fois. Oula. Oui, soyons impersonnels, c'est vrai. Soyons impersonnels, d'autant plus qu'on était tous prêts. Mais attendez, comment ça soit... Vous avez peur qu'on vous élimine parce que vous êtes âgé, docteur Ousmane Kaba? Non mais je pose la question. Je pose la question. Allez, on va revenir à 11h, évidemment. D'autres questions
a posé ce matin. Évidemment, je l'ai jugé sur Radio Espace Guinée. La prolongation à suivre à 11h. La prolongation. La prolongation, évidemment, sur Radio Espace, mais aussi sur Espace TV. Merci à vous qui nous regardez à l'international. Continuez à réagir un peu plus tard. Je ferai plaisir, en tout cas, de poser quelques questions à notre invité ce matin. Antoine Kourouma, plongé dans son téléphone, vous le voyez à l'écran. Merci à vous qui nous rejoignez également sur Espace. Bienvenue. Si c'est maintenant que vous le faites, on continue le débat, mon cher Jacques Lewaleno, avec notre invité ce matin. Voilà, justement, il a fait un petit... il a résumé un peu les axes sur lesquels la transition devrait s'appuyer, le travail sur les institutions, mais également sur la Constitution. Alors, de manière assez... Le travail économique. Le travail économique. De manière assez concrète, ces activités, à votre avis, devraient commencer à partir de quand? Et l'autre chose que je voudrais savoir, puisqu'on vous a dit allez-y, réfléchir et puis faites des propositions. Vous êtes aujourd'hui regroupés en plusieurs plateformes au sein des partis politiques. Est-ce qu'on peut s'attendre à ce que vous rassembliez vos propositions avant de venir vers le colonel Doumbouya? Très bonne question. En réalité, c'est ce qu'on s'est posé hier. Il y a la coalition LANAD, il y a la coalition CPR de choses. Il y a notre coalition à nous, COPEL. Nous sommes en train de réfléchir actuellement par petits groupes, dans un premier temps. Nous allons coucher sur papier ce que nous pensons. Et on va se retrouver aussi entre coalitions, entre nous. Et aussi avec certains partis indépendants qui ne font pas partie des coalitions, mais qui ont peut-être des bonnes idées à soumettre. On va essayer de tout mettre ensemble, de discuter. Avec le RPG aussi. Avec le RPG aussi. Je ne pense pas qu'ils aient à cœur de participer à ça aujourd'hui, mais... Il n'y a pas d'exclusion. Le RPG fait partie des... En tout cas, en ce qui me concerne, non. C'est pas eux qui rappelez-vous que moi, je viens du RPG, donc laissez tomber. Voilà. Donc, ce qu'on va faire, on va se retrouver, on va se mettre d'accord, et on va soumettre ça. Les idées, mais il faut éviter de trop centraliser. Voilà. Mais vous avez raison, la démarche est celle-là. Bien. Et elle commence maintenant d'ailleurs. Hein. Voilà. Et vous avez posé une première question qui était... Non, ça c'était sur la chronologie. Le moment, mais je crois que voilà, là... Il a immédiatement... On a besoin quand même de toilettage. C'est vrai, quand on dit parti politique, on a vu le tohu-bohu hier. Qu'est-ce que vous proposez concrètement? Parce que tout le monde ne peut pas se retrouver aussi autour de la table. Je suis d'accord avec vous. Mais le problème avec ça, c'est comme l'histoire des écoles. Est-ce que les partis politiques sont capables de mettre de l'ordre dans la liste des partis politiques? Je ne le crois pas. Il faut une autorité extérieure qui va discuter avec les partis pour dire voilà les critères qu'il faut. Nous, on peut faire que des propositions. Mais on n'a pas le droit d'exclure un autre parti. Au lendemain de la prise du pouvoir par le capitaine Moussa Dadis, au temps du CNDD, ils ont mis le focus sur beaucoup de chantiers, notamment les audits. Vous avez été porté à la tête d'une commission qui a travaillé dans ce sens. L'opinion publique a appris le degré élevé de corruption dans lequel donc le pays était plongé. À ce stade, après 10 ans, parce que beaucoup d'observateurs s'accordent à dire que le gouffre financier du régime Condé, si on fait la reddition des comptes, est beaucoup plus grand que ce que le régime Conté nous a fait subir. Est-ce que selon vous, il faut rééditer ce qui s'est passé au temps de Dadis, engager des audits, essayer de situer les responsabilités sur ce qui a été fait de nos deniers publics? Je crois que le processus est engagé, puisque nous avons déjà le chef de la junte qui dit que la justice sera la boussole. Ça veut dire qu'il y a nécessairement un nettoyage, et dans les actions tout de suite, j'avais dit qu'il faut arrêter l'hémorragie. Maintenant, comment aller derrière les grands fautifs? Il faut le faire d'une manière scientifique, sans parti pris, sans chasse aux sorcières, mais tout en étant ferme. Ça ne peut se faire qu'avec des auditeurs assermentés. Et vous me rappelez ce qui avait été fait à l'époque et que moi-même j'ai dirigé les audits. Malheureusement, vous vous souvenez, les rapports d'audit, j'avais toujours dit que ce n'est pas à moi comme auditeur de dévoiler le contenu de ces audits. Ce n'est pas la déontologie. On donne à celui qui a commandité ces audits. Et le président de la République, pendant tout ce temps, a eu ces audits.
malheureusement, il n'a pas utilisé, il n'a pas essayé de faire justice pour le peuple de Guinée. Ouais. Le capitaine Dadis ou le président Alpha Condé? Voilà. L'ex-président. L'ex-président, voilà. Mon grand frère. Ouais. Hein, j'ai un peu pitié en tant que personne humaine, hein, ça me fait un peu de la peine. Donc il avait les résultats de ses audits. Bien sûr, il avait les résultats. Qu'est-ce que ça disait exactement? C'est vrai, aujourd'hui, il n'est plus là. On a besoin de savoir. Il en a utilisé quelques facettes contre ses opposants lors des élections. Oui. Écoutez, si le gouvernement actuel, puisque c'est le gouvernement qui est le commanditaire de moi je suis toujours dans ma position. Si le gouvernement actuel me demande une copie de ces audits du travail qui a été fait, c'est disponible. Mais je vous dis toujours, la déontologie m'interdit. Alors là, littéralement, d'exploiter le contenu de cela à des fins politiques. Voilà, allez-y. On ne peut pas le faire. Deux rapidement. Docteur, c'est en politique, la convergence des intérêts, c'est elle qui garantit que à l'intérieur du groupe, on puisse aller dans la même direction. Le colonel Mamadi Doumbouya vous l'a dit hier, il n'admettra pas d'agenda individuel dans le cadre de la construction de cette transition-là. Docteur, vous, d'un point de vue générationnel, d'un point de vue des intérêts, d'un point de vue des idéologies politiques, et d'un point de vue des agendas politiques aussi, il y a quelle chance que vous parveniez à vous entendre, par exemple, sur la forme, mais aussi sur le délai de la transition. Si vous voulez, si vous souhaitez en parler honnêtement, il y a quelle chance que vous puissiez y parvenir. La deuxième question, pour moi, elle est économique. Vous le disiez d'ailleurs, sur les 3 axes de la transition que vous évoquiez, les lois, les institutions et l'économie. L'économie est affaissée, vous le savez, mais la junte vient d'annuler une coupe de 5% qui avait été orchestrée par l'équipe d'Alpha Condé. Nous avons un budget déficitaire qui repose sur l'aide, en grande partie sur l'aide extérieure. Avec une transition de ce type, comment on réussit à rééquilibrer nos éléments macroéconomiques? Comment on réussit à maintenir le bateau à flot? C'est une excellente question. Regardez, ce que je voudrais, c'est qu'on se concentre un tout petit peu, qu'on regarde la situation de la Guinée. Voilà un pays où il y a toutes les ressources. D'après les Nations Unies, la Guinée se trouve parmi les 15 pays les plus pauvres de la planète en 2020. Nous sommes parmi les 15 pays les plus misérables de la planète, avec moins de 1% de revenus par habitant. Voilà un pays où on exporte plus de 80 millions de tonnes de bauxite, où on exporte beaucoup d'or, on exporte un peu de diamants, etc. D'accord? Oui. Malgré tout ça, il n'y a aucun investissement en face. C'est l'une des choses que j'ai toujours reproché à ce régime, parce que le vieux, enfin mon grand frère, il s'est laissé complètement enfariner par des prédateurs autour de lui. La Guinée n'a jamais été autant pillée que maintenant. Ça n'a rien à voir avec le régime Conté. Le régime Conté, c'était des menus frétins. Parce que le régime Conté, il n'y avait pas d'exploitation minière à grande échelle. Aujourd'hui, il y a une grande exploitation minière à grande échelle. D'accord? Donc, il y a de l'évasion fiscale que vous ne pourrez même pas imaginer. Il y a un enrichissement illicite qui dépasse les limites. Il y a des paradis fiscaux. Voilà. Ça, c'est une chose. Voilà la situation de la Guinée. Un pays riche, mais extrêmement pauvre, avec une corruption endémique. La corruption, prenez l'indice de Transparency International, l'indice de perception de la corruption. La Guinée a perdu 7 points de 2019 à 2020. C'est-à-dire qu'on était 130e, en 2020 on est 137e. Ça s'est aggravé de 7 points. Les grandes gueules. La corruption s'est aggravée en Guinée en 2020. C'est compréhensible, c'est l'année des grandes élections. Ouais. Et la perception, c'est ça la réalité. Donc la Guinée est un pays riche, extrêmement pauvre et corrompu. Donc un paradoxe. Voilà les triptyques. On va dans la transition. Le rôle de la transition n'est pas de développer la Guinée. Elle n'a pas ce temps. Ce sera fait par le chef de l'État choisi par les Guinéens. Mais la transition doit mettre des institutions, avoir des bonnes élections. Pendant ce temps, il faut que la transition coupe l'hémorragie et que la transition stabilise l'économie. Stabiliser l'économie, pour revenir à votre question, c'est revoir la politique budgétaire, revoir la politique monétaire
et qu'on ne fasse pas ce qu'on appelle le stop and go. C'est ce qui a été fait. Excusez-moi, juste une minute. Le stop and go, c'est comme un train qui va à 100 l'heure, vous freinez. En 2020, on a éjecté 7 000 milliards d'argent. Ça a créé l'inflation de planche à billets. Ça a créé l'inflation en 2020. En 2021, le chef de l'État est venu, il a tout serré. Brusquement. On appelle ça stop and go. Stop and go. Dans une économie, c'est mortel. Parce que quand tu serres brutalement tout, c'est les PME qui ferment. Et c'est le chômage qui augmente brutalement. Donc tout ça, ça demande de l'expertise. Ce n'est pas une histoire d'amateur. Ça demande vraiment du patriotisme aussi. Des gens qui ne se laissent pas bouffer par le gain facile. Donc il faut, en même temps, pendant la transition, que l'on s'occupe d'institutions à bâtir, que l'on s'occupe de commission nationale électorale à bâtir. Il faut s'occuper de l'économie pour arrêter l'hémorragie et faire une stabilisation macroéconomique. Est-ce que l'inflation ne nous guette pas encore quand on sait qu'on fait toujours recours à la planche à billets et que les caisses sont vides? Je veux en répondre. Oui. Mais déjà, en 2021, là, l'inflation, on a arrêté la planche à billets. Mais nous avons eu déjà une hausse très forte des prix au premier semestre de 2021. C'est-à-dire qu'on est déjà au-delà de 10% cette année. Ce qu'on peut faire, c'est s'arranger pour qu'on n'aille pas à 15% ou 16%. Bien. C'est déjà fait. L'autre difficulté sur ça... On n'a que 2 minutes. Rapidement, docteur, on ne peut pas vous laisser partir sans évoquer le cas Alpha Condé. La CEDEAO a été en Guinée récemment pour en discuter. Alors, il y a des propositions sur la table. Alpha Condé pour un asile au Congo, par exemple. Donc, on parle de jugement en Guinée. Dites-nous clairement quelle est votre position sur la question. On apprend que le président de la République, l'ancien président Alpha Condé aujourd'hui, on l'a démuni de tout. Il n'a pas de téléphone ni de télévision. Il a des recommandations aujourd'hui. Il ne veut pas signer sa démission. Et de l'autre côté, il exige qu'on le fasse passer dans les rues de Conakry pour jaser sa popularité encore. Est-ce que votre grand frère doit rendre compte de sa gestion au peuple guinéen? Je ne peux pas me prononcer sur le... On dit... Non, ce n'est pas on dit, ce sont nos confrères de Jeune Afrique. Oui. Un site censé être crédible qui le dit. Moi, je n'ai pas vu le professeur Alpha Condé. Je ne peux pas me prononcer sur ça. Mais je peux vous dire en tant qu'être humain, ma personne, c'est un grand frère, nous avons travaillé ensemble, il y a ce sentiment-là. Il ne faut pas l'oublier. Moi-même, je viens du RPG Arc-en-Ciel, il y a ce sentiment-là. Mais c'est vrai que ce pays doit aller vers de la justice. Je suis tellement bien placé pour le dire que j'ai été l'un des rares de ce camp à me lever pour dire évitons cette dérive, la dérive dictatoriale que l'on percevait. Et le clan de vautours autour du professeur. Donc, en fait, à la fin de son système, il ne contrôlait pratiquement pas grand-chose. Il a été victime de son entourage aussi. Mais non, mais c'est trop facile. Ça, c'est la victimisation. Je suis désolé. Non, c'est la vérité. qu'il est justiciable. Attendez, c'est la vérité. Non. C'est un homme de plus de 90 ans. Il est acteur. Il est acteur. Un homme de 90 ans. Qu'est-ce qu'il fait de ces morts? Qu'est-ce qu'il fait de ces morts, docteur? C'est lui qui tenait la destinée en main. Oui. Écoutez, moi, je suis bien placé pour le savoir parce que j'ai lutté contre lui. À la différence de beaucoup de personnes. N'est-ce pas? Oui. Moi, je me suis dressé contre la dérive dictatoriale, contre le fait que ce système ne respecte pas un certain nombre de valeurs humaines. Noyez pas. Maintenant, ceci dit, qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui? Moi, je dis, il faut faire la justice. Donc, il faut qu'il soit jugé. Attendez. Il faut qu'il soit jugé. Attendez. Mais il faut faire une justice humaine. Qu'est-ce que vous appelez une justice humaine, docteur Ousmane Kaba? Ça veut dire qu'il faut éviter la chasse aux sorcières, aller derrière n'importe qui. Il faut prendre le temps de la... Qui doit-on juger? Les anciens ministres, Alpha Condé? Non, ce n'est pas les anciens ministres, c'est les anciens voleurs. C'est déjà, on a déjà un premier problème. Il faut identifier là où il y a le coulage. Et ça, c'est facile d'un point de vue économique. Il y a l'expertise qui existe. On peut, à travers les comptes nationaux, ils ont plongé pour regarder... Ousmane Kaba. Dites-nous ce que vous pensez du cas Alpha Condé. Est-ce qu'il faut être jugé ou pas du tout, docteur Ousmane Kaba? Est-ce qu'il faut qu'on le juge? Je sais ce que vous voulez dire. Individualiser. Vous devez éviter de faire une justice expéditive. Il a été président. Il m'a dit, on doit arrêter les ministres. Par exemple. Oui. Ça, c'est expéditif. Je dis, identifions les sources de coulage. On a les moyens techniques de le faire. On a l'expertise de le faire. Et en Guinée et dans le monde.
Bien sûr, donc il faut identifier là où l'eau a coulé. Mais vous êtes comme d'après toi. Non mais attendez, Antoine, il ne va pas se donner comme ça. Qu'est-ce que vous pensez du cas Alpha Condé? Avec ces cas de mort qu'on a enregistrés, justement, qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui? Il y a des familles qui sont en deuil aujourd'hui, vous le savez. Écoutez, oui. Des grandes gueules. À ce stade précis, oui. On doit prendre le temps tous de réfléchir. Ah bon? Oui, il faut être guidé par des principes. Le premier principe, c'est le principe de la justice. Il y a des gens qui ont perdu leur vie. Ouais. Nous-mêmes, on a eu des gaz lacrymogènes, n'est-ce pas? C'est rien par rapport à une vie. Attendez. Non, mais attendez quand même. C'est quand même bien par rapport à ceux qui sont restés sous leur climatiseur. Les grandes qui ne sont pas sortis. Il ne va pas se prononcer dessus. C'est pourquoi quand j'ai vu Soromou tout à l'heure, je dis mon petit Soropomi, je dis mon petit, tu mérites le respect. Oui, parce qu'il a souffert dans sa chair. N'est-ce pas? Donc voyons tout ça à tête reposée et voyons ce qu'on peut faire de notre grand frère. Il ne veut pas dire que son grand frère doit passer devant la justice. Il ne veut pas l'affirmer. Mais non, docteur. Il ne veut pas. C'est grave. Des grandes gueules. Non, mais. J'ai dit identifions. Identifions comment il est là. Il est identifié, il est là. C'est lui qui gère le pays. Docteur, laissons les gros mots là, il est là. Moi, je vais vous dire. Si vous disiez. C'est pas possible. Si vous disiez qu'il y a des gens qu'on n'a pas besoin de juger, qui sont déjà jugés, moi j'adhère déjà à ça. Ben oui, moi je pense que le président de la République est déjà jugé. Les grandes gueules. C'est un vieil homme. Ah, c'est un vieil homme. Donc il ne faut pas tirer sur l'ambulance quoi. Il a pitié. Il a pitié. Autant je me suis levé pour lutter contre l'injustice, contre tous les dérapages, autant quand il faut mettre à mort, je ne suis pas un très bon guerrier pour ça. Docteur Ousmane Kaba était notre invité ce matin chez les G. Peut-être un mot pour les militants qui nous regardent à la télévision. Écoutez, moi ce que je peux dire, c'est que les Guinéens doivent garder espoir. Je suis persuadé qu'on aura une meilleure transition maintenant par rapport à celle de 2010. Oui, parce qu'en 2010, nous avions des jeunes inexpérimentés. Le président Dadi, c'était un grand patriote, malheureusement, manquant d'expérience, et beaucoup de vautours se sont jetés là-dessus. Aujourd'hui, la Guinée a appris. Les militaires ont appris, toute la Guinée a appris. Cette fois-ci, nous allons tous aider pour que cette transition soit la bonne. Que la transition puisse faire le travail pour lequel la transition est là. Organiser des élections libres et transparentes partagées par tous. Empêcher le dérapage économique. Voilà les points cruciaux sur lesquels nous devons tous travailler. Et heureusement, ceux qui sont à la tête de cette transition, ils sont beaucoup plus mûrs déjà. Mais c'est vous les politiques. Parce que c'est vous encore qui allez dire il y a tel nombre de telle ethnie, il y a tel nombre de telle ethnie qu'on a toujours combattu dans ce pays. Vous continuez toujours à le faire. Quand je dis vous, je parle de la classe politique. Écoutez, la classe politique, moi je vous ai dit qu'en termes générationnels, nous avons beaucoup de choses à nous reprocher. Moi je reconnais que notre génération n'a pas du tout réussi. Parce que ce que nous pouvons faire de mieux, c'est de faire en sorte que vous qui êtes les jeunes, on se corrige un peu, on rectifie le tir par rapport au pays qu'on vous a laissé. Bien. Voilà. Demain, docteur Ousmane Kaba Sekouba Konaté sera notre invité. Je l'ai interviewé il y a 2 ans du côté de Paris. Il disait que ses comptes étaient gelés par Alpha Condé du côté du Maroc, entre autres. Il l'affirmait aussi du côté de la Belgique. Pensez-vous aujourd'hui, même s'il faut le libérer, parce que vous ne souhaitez pas du tout vous prononcer par rapport à sa libération, par rapport à la justice, pardon. Pensez-vous aujourd'hui qu'il faut le libérer et laisser comme un citoyen normal, ou il faut geler ce compte? Qui c'est quoi? Votre grand frère, ou Alpha? Alpha. Je pense que l'âge qu'il a, ce sera très difficile de faire plus que ce qu'on fait. Donc on a l'écarter du pouvoir. Mais ceci ne veut pas dire qu'il ne faut pas rendre justice. Ceci ne veut pas dire que la Guinée ne doit pas chercher à se refaire une santé. Bien. Voilà. Merci. Donc on verra quelle est la meilleure position. Mais concernant Sekouba, ce qu'il a fait de bien, de très bien, c'est d'avoir rendu le pouvoir aux civils en son temps. Je crois que ça, c'est un acte très très fort.
Et l'ingratitude qui a été faite vis-à-vis de Sekouba, c'est quelque chose qui m'est toujours resté dans la gorge. Parce qu'on ne devrait pas faire ça. Ouais. Hein? Il a donné le meilleur exemple de la démocratie dans ce pays, depuis que la Guinée existe. Prendre un pouvoir, le donner à quelqu'un d'autre et partir. Ne serait-ce que ça, je pense qu'il mérite notre respect. Justement, parce que ces anciens présidents souffrent beaucoup aujourd'hui. Je parle en connaissance de cause, évidemment, Dr Ousmane Kaba. Il était notre invité ce matin. Les grandes gueules continuent sur Radio Espace. Jade Infomédia vous dit merci. Merci de choisir tous les jours les grandes gueules pour vous accompagner dans cette crise inédite.